bonsoir à tous. Donc ce soir, pour pour ce premier talk, je vous propose de parler de Mage AI ou Mage tout court. Voilà, il y a les deux appellations qui existent. On comprendra pourquoi en fait on est passé de Mage AI à Mage tout court, qui se positionne comme étant le remplacement moderne d'Airflow. Notre objectif en fait ce soir, ça va être de comprendre en fait pourquoi ça en fait, pourquoi il se positionne comme le remplacement moderne d'Airflow et surtout en fait un peu débunker cette phrase en fait. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le remplacement moderne? La présentation elle va s'axer en trois parties. En préambule, on va faire un bref on va parcourir un petit peu l'idée du flux de données, qu'est-ce qu'un flux de données, à quoi ça sert, la mission de data ingénieur, les challenges qu'on peut avoir en tant que data ingénieur assez rapidement. Ensuite, on va enchaîner sur Airflow, voir pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il a apporté en fait à la data engineering et surtout en fait en quoi ce qu'il a apporté à ses limites, pourquoi il y a des critiques sur l'outil. Ce qui nous mène au troisième point, pourquoi Mage est arrivé, quel est son intérêt, quel est son impact, quelles sont ses fonctionnalités. Avec bien évidemment une petite démo sinon, ça serait pas drôle. Sur ce talk, alors effectivement, on est trois. J'ai oublié de mettre Yassir. Je suis désolé, Yassir, si tu me vois. Je suis vraiment désolé. Euh, moi, je suis Kylian Vedia. Je suis data ingénieur au service innovation de Neosoft. Je travaille également avec la Practice Data, qui est donc le centre d'expertise sur la data chez Neo. Moi, mon boulot, en fait, c'est de trouver des solutions innovantes en fait, sur le marché. C'est pour ça que je suis venu vous parler de Mage ce soir. Et surtout pour la partie POC, j'ai travaillé avec Clémentine Tornari, qui est une data ingénieure sur la Practice Data. On est parti sur ce talk. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on va d'abord parler des flux de données de manière générale. On va être assez synthétique parce que le but, c'est pas de rappeler en fait ce que c'est qu'un flux de données. Je pense que tout le monde est assez OK là-dessus. Néanmoins, ce qu'on va surtout rappeler, c'est l'objectif en fait d'un flux de données et l'objectif même en fait du data ingénieur. Notre objectif en tant que data ingénieur, c'est de créer donc des flux de données, mais surtout en fait d'avoir des données de qualité en fait, surtout apporter une qualité sur ces données parce que en fait, de ces données-là, en fait, sur ces données, il y a des consommateurs, hein, que ce soit data scientist, data analyst. Donc forcément, nous, on se doit en fait d'avoir une certaine qualité sur ces données. Néanmoins, en fait, ça doit être un objectif, ça reste un challenge, parce que justement, notre challenge, ça va être de mesurer cette qualité tout au long du pipeline, en fait, du pipeline qu'on aura construit. Objectif de qualité, oui, mais également objectif de rapidité. On a des pipelines à développer et en fait, on se doit de les développer assez rapidement pour que justement la donnée elle soit consommable assez rapidement. Ces deux objectifs, qualité et rapidité, on peut en fait les transformer en fonctionnalités qu'on attend d'un outil. Ça sera des tests de données, des tests des étapes de notre pipeline, visualisation de notre pipeline, mais également factorisation et réutilisation du code. Pouvoir modifier facilement le code et également le choix du déploiement du pipeline. Toutes ces fonctionnalités vont pouvoir nous permettre de répondre à ces objectifs-là. D'une manière assez générale, ce soir, ce que je vous propose, c'est que l'on réponde à cette question, comment s'assurer de la qualité des données durant le processus de développement et accélérer la construction des flux de données. Bien évidemment, on va voir comment Mage en fait, répond à cette solution, mais dans un premier temps, on va voir comment en fait, Airflow a répondu, en fait, a apporté une première brique de réponse à la data engineering pour cette question-là. Apache Airflow, c'est un outil qui nous permet d'orchestrer des workflows assez grossièrement. Il est positionné sur cette carte de l'EKFS, c'est un projet open source de gestion de données. Il est tout ici, il est juste là, dans cet immense panorama avec d'autres outils de gestion de pipeline comme Daxter, Luigi ou encore Astronomer, qui est une surcouche d'Airflow. Donc c'est en fait sur cette partie-là que nous on est. Pas vraiment, on va voir pourquoi, on n'est pas vraiment chez les orchestrateurs, on verra après pourquoi. Donc Apache Airflow, alors moi c'est comme ça que je le nomme, c'est le Data King, c'est le roi un petit peu de la communauté, des outils open source pour faire de l'orchestration sur des pipelines, quels qu'ils soient en fait, pas juste data. Lui son boulot c'est d'exécuter des tâches à droite à gauche. Développé en 2014 par Airbnb, c'est pour ça que ça s'appelle Apache Airflow Airbnb. Et en fait, il a été assez rapidement validé par la communauté pour notamment ces 4 items
Il va notamment remettre au goût du jour en fait l'intérêt du code qu'on peut avoir en tant que data ingénieur. On va avoir également une visualisation des pipelines, ça c'est super intéressant. Quand on conceptualise son pipeline, on veut s'assurer que ce qu'on fait ressemble bien à ce qu'on a conceptualisé, c'est logique. On peut y greffer des briques en plus, des plugins, forcément c'est du code, donc si on veut développer, enfin si on veut des choses en plus, on y met des briques en plus. Et on atteste, sa popularité, elle est validée par la communauté, elle est supportée par une communauté de 2000 contributeurs sur GitHub et 29 000 utilisateurs sur Slack. Néanmoins, ça a beau être un outil intéressant, il est quand même sujet à des critiques, forcément, un outil populaire, forcément dit critique instantanée. Des critiques, alors on ne va pas les détailler, les critiques, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il va falloir retenir sur cette slide-là, et c'est un petit peu le message le message annexe qu'on veut faire passer ce soir, c'est que c'est des outils open source qui évoluent très vite et la plupart du temps, en fait, ces critiques-là sont liées à des versions, en fait, à des vieilles versions. En fait, on arrive sur un soft, on en attend des fonctionnalités, les fonctionnalités ne sont pas là, je critique. C'est normal, en fait. Néanmoins, si on fait les bonnes montées de version, si on fait une veille technique sur l'outil, on va se rendre compte qu'au final, notre critique, ça n'est pas vraiment une, parce qu'il y a une communauté derrière qui travaille sur l'outil. C'est pour ça qu'il y a eu cet article-là qui est arrivé le 19 janvier dans Rewaller, qui en fait débunk toutes les critiques qui ont été faites au sujet de Airflow, et en fait, il finit juste par, en fait, il faut juste upgrade Airflow au bout d'un moment, voilà. Néanmoins, alors moi j'ai testé, enfin j'ai fait du Airflow un peu. Airflow j'aime bien, néanmoins moi en tant que data ingénieur, en fait j'ai ce souci de rapidité en fait de pouvoir développer. Et Airflow en fait, ça coche pas la case. Moi j'ai besoin d'avoir une interface d'utilisateur assez simple qui me permettrait de tester mes composants avec de la donnée pour voir si effectivement ça fait bien ce que j'en attends. De développer de nouveaux pipelines rapidement. On en revient un petit peu à la question, hein, c'est toujours la même chose, je veux développer vite, tester, m'assurer que tout fonctionne. Et c'est là où Mage entre en jeu. Alors Mage et pas Mage AI, pourquoi? Assez rapidement, parce qu'en fait au départ, Mage AI c'était un projet pour faire des pipelines IA. Et en fait, un jour, ils se sont rendus compte que le marché de l'IA, c'est pas du tout un marché mature. En fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire de l'IA, mais qui n'ont pas forcément un socle data assez robuste pour justement en faire. Et ils ont un peu, ils ont fait un virage à 90 degrés. On fait plus des pipelines d'IA, on fait des pipelines tout court. Ça, là, et là, l'outil s'est beaucoup mieux vendu. Néanmoins, je trouve quand même très pertinent de garder ce point AI parce qu'en fait, justement, je trouve qu'il y a un côté historique au truc qui montre qu'effectivement, au-delà du fait que ça soit juste un outil de pipeline, en fait, c'est quand même une entreprise qui a fait un choix au bout d'un moment dans son outil. Voilà, assez parlé de l'historique. On va passer aux fonctionnalités. Alors, bien évidemment, comme j'ai dit au début, il se positionne comme le remplacement d'Airflow, enfin une alternative moderne de Airflow, pour plein de raisons, notamment vis-à-vis de son développement. On développe sur un notebook Jupyter. Tout ce que je vous montre là, en fait, je vais le montrer également dans la démo, mais assez rapidement. On va développer sur un environnement type Jupyter. On va pouvoir exécuter du code SQL, R et Python. Et surtout, on va pouvoir intégrer en fait les différents codes entre eux. Et ça, c'est super intéressant. On le verra par la suite. On a des templates de blocs sur l'étagère. Il y a une prise en charge native des connexions assez récentes. Par exemple, si on cite un bucket S3, en fait, sur Airflow, il faut aller chercher le truc qui a été développé par la communauté, le mettre dans notre Airflow, parce qu'en fait, si on déploie Airflow de manière native, il n'y est pas. Mage, en fait, on le déploie, pouf, il y est direct. Et ça, c'est super intéressant. Et enfin, on peut faire des pipelines streaming et tester ces données. Bien évidemment, si c'est un notebook Jupyter, on peut voir en fait nos données si vous avez un peu touché au notebook. Toujours dans les fonctionnalités, au niveau de la visualisation, on peut voir son pipeline durant le cycle de développement. Et ça, c'est super cool parce que en fait, notre pipeline que vous allez voir ici et qu'on montrera dans la démo, il s'alimente en temps réel en fait. Là où avec Airflow, par exemple, on développe, il faut qu'on charge dans Airflow, on regarde si notre DAG correspond bien à ce qu'on voulait faire. Ah non, ça ne correspond pas, je retourne sur mon code, je refais mon code. Avec Mage, en fait, c'est instantané. Et ça, c'est cool. Voilà. Par rapport à l'orchestration, un peu de manière assez classique, il orchestre comme les autres orchestrateurs. Alors moi, c'est vraiment la feature que j'ai trouvé intéressant à ce niveau-là. C'est surtout en fait
On peut orchestrer sous forme d'API, en fait. On peut en fait avoir un pipeline comme un service qu'on appellerait comme ça. Ça, c'est super intéressant. Et enfin, on a un monitoring qui est intégré. Je vous propose de passer à la démo. Alors, pour la démo, avec Clémentine, on s'est donné comme cas d'usage de traitement de données entreprises en open data. J'insiste bien là-dessus, c'était l'open data, tout le monde peut le faire. Le but du jeu, c'est de créer 2 pipelines. Que l'on va développer nous-mêmes. On va faire de l'augmentation de données SIRET. Et enfin, on va faire pour un deuxième pipeline de l'augmentation de données d'entreprise du réseau French Tech. Pourquoi 2 pipelines? Le but du jeu, ici, c'est de montrer d'une part comment on peut faire pour justement avoir des données de qualité, en fait, quelles sont les fonctionnalités qui vont cocher ces cases, mais surtout en fait vis-à-vis de la rapidité. Et c'est là où justement on développe le deuxième pipeline. Comment en fait on va pouvoir développer le deuxième plus rapidement en s'appuyant du premier. Et c'est là où effectivement toutes les mécaniques du notebook vont rentrer en jeu. Et pour en revenir à ma fameuse question que je bombarde depuis le début du talk, on va chercher à comprendre comment Marge nous permet de s'assurer de la qualité des données durant le processus de développement et accélérer la construction des flux de données. Assez rapidement, les 2 pipelines, les voici. On a donc DataGoo et French Tech. Dans DataGoo, on va chercher un fichier, on va, à partir de ce fichier, récupérer les SIRET et taper sur l'API Sirène pour récupérer des informations d'entreprise. De ces informations-là, on va extraire d'autres informations, charger ça en base. Top. Dans French Tech, on va chercher un fichier, on va récupérer des données d'entreprise, mais cette fois, c'est le nom d'entreprise, c'est les raisons sociales, si je ne dis pas de bêtises. On va taper sur l'API Sirène, pas sur le même endpoint. On va récupérer les données, on va extraire les mêmes données que l'on veut, fusionner le tout, charger en base. Et en disant ça, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de briques qui se ressemblent. Il y a quand même pas mal de choses qui font écho d'un pipeline à un autre. Et voilà. Et en fait, ce qu'on va faire avec Mage, c'est tout simplement, en utilisant l'interface, voir comment on peut, toujours au niveau de la rapidité, comment on va chercher à développer plus rapidement French Tech en s'appuyant sur ce qui a été développé sur DataGoo. Voilà, on va passer à la démo. Tac, il est où? Il est là. Je suis désolé si je parle un peu vite, je m'excuse. Bon, on me dit que c'est bon. Tac, c'est un peu trop zoomé. Ça a l'air de plus. Alors, donc là, on est sur l'interface principale de Mage. C'est-à-dire que dès que vous lancez Mage, alors hormis la page de logging, vous arrivez sur cette interface-là. Ce qu'on voit au milieu, c'est tous les pipelines que vous avez dans votre projet. Ils fonctionnent par projet. Un projet, c'est juste un dossier dans lequel on a nos pipelines, comme le dossier de DAX sur Airflow. Et nous, notre projet, c'est Companies, dans lequel on a des pipelines dédiés aux entreprises. Sur la gauche, on va avoir... hop, je suis désolé, je reprends juste. Sur la gauche, on va avoir... non, d'accord. On va avoir les fonctionnalités, tout un tas de fonctionnalités. Si je retrouve ma souris, nickel. Bien évidemment, on a sur l'interface principale où on va voir nos pipelines. On peut retrouver nos triggers, donc c'est en fait la manière dont on va lancer nos pipelines. Les runs, forcément, on lance des pipelines, donc il faut nos runs. Tous les fichiers qui sont liés à nos pipelines, on verra que en fait, un pipeline, c'est juste un ensemble de fichiers Python, R ou SQL, c'est tout. Un terminal, si on veut, accéder directement à la machine, des paramètres, et surtout, ce qu'ils ont rajouté assez récemment, et c'est pour ça que je ne le montrerai pas ce soir, parce qu'on n'a pas eu le temps de le tester, c'est l'intégration avec du Git, ce qui est quand même assez cool, voire même en fait presque vital. C'est pour ça qu'on était un peu surpris de voir ça arriver assez tardivement. Nous, on a dû faire d'une autre manière pour pouvoir brancher un Git dessus. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, pour voir un peu comment ça fonctionne, on va créer un premier pipeline. On ne va pas lui donner de nom, c'est pas très grave. Les noms sont générés aléatoirement. Alors, il ne faut pas trop laisser les noms générés aléatoirement parce qu'au bout d'un moment, ça devient le bordel. Les noms ne veulent rien dire. Là, il s'appelle I sit down. Voilà. Aléatoire total. Et donc là, on est sur l'interface d'édition du pipeline. Dans un premier temps, ce qu'on constate, tout en haut, c'est la barre de template. On a différentes briques à disposition. On a des briques de chargement, des briques de transformation et des briques d'export. Et si par exemple je clique, forcément au début il faut que je commence mon pipeline avec de l'extraction.
J'ai 3 langages de proposer, Python, R, SQL, c'est ce que je montrais juste avant. Et alors surtout pour Python, là on a toute une flopée de templates à disposition. Parce qu'on est peut-être un peu fainéant et qu'on n'a pas forcément envie de s'embêter à redévelopper tout le H24. On a toutes ces connexions à disposition. Alors bien évidemment, si on se connecte à MySQL, il faut pouvoir se connecter avec des credentials, etc. Ça, c'est géré dans un YAML à part. Je ne le montrerai pas, mais voilà, c'est pas parce que c'est juste du MySQL qu'effectivement, il faut pouvoir s'y connecter. Et par exemple, nous, ce qui nous a servi, c'est celui-là, l'appel API. Alors, je ne vais pas lui donner de prénom, c'est pas grave. Frosty Waterfall, c'est magnifique. Et donc, ce qu'on constate sur la droite, c'est que j'ai mon pipeline qui s'alimente en temps réel, comme je vous l'ai indiqué, et surtout, en fait, j'ai mon code qui est là. Et si jamais ça ne me plaît pas, le code, c'est pas grave, en fait, je peux juste le modifier. Et si je le modifie et que, par exemple, nous, c'est ce qu'on a utilisé pour l'API Sirène, en fait, si je le modifie, ça reste, dès que je le crée, ça va dans la bibliothèque, donc de code, de fichiers, et je peux le partager, je peux le réutiliser dans d'autres pipelines. C'est ce qu'on s'est servi, nous. C'est ce dont on s'est servi. Voilà, et si je crée par exemple un transformer, cette fois je veux du R, hop, je lui donne un prénom, c'est pas grave, tac, Steelbrook, et on va voir que Steelbrook normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, dans les transformers, il est où? Il est là. Bon. Voilà, vous ne voyez pas, mais il est là. je vous le jure. Voilà. Et ça, c'est alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs langages? Nous, ça nous a pas mal aidé. C'est surtout en fait sur la compétence des gens en fait au niveau des langages. Moi, je suis très à l'aise sur Python, moins sur R. Le SQL, j'en parle pas. Je sais, shame on me, je sais. Mais voilà, si par exemple je connais quelqu'un qui est très bon en SQL et qui fait des jointures comme personne, en fait, je lui dis tes chargements, tu les fais en SQL et tu travailles sur ton truc et terminé. Et ça, c'est quand même cool. Donc voilà pour l'interface principale. Alors bien évidemment, sur la gauche, vous avez d'autres fonctionnalités. On retrouve les triggers, les runs, etc., le monitoring. Et sur la droite, on a d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Les charts, je ne vous les montrerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de les faire. Il faut juste se dire que comme c'est un notebook Jupyter, quand on exécute une cellule, il envoie des données. Et nous, en fait, on peut capitaliser sur ces données pour faire des visualisations. Ça peut être intéressant si, par exemple, on veut rechercher, je sais pas, des NA ou des tendances, etc. Ça peut donner un premier volet d'informations, les variables, les secrets, etc., etc. Et on a même les data ici, mais je le montrerai dans l'autre pipeline. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principal de Mage. Une fois c'est vraiment pas très compliqué. Et en fait, quand on le voit un petit peu comme ça, et c'est là où je vais donner le premier élément d'information sur la comparaison avec Airflow, en fait, ça ne ressemble pas des masses à Airflow, voire même pas du tout. Mais en fait, tellement que, et je pense que je vais un petit peu faire friser quelques poils en disant ça, pour nous, Mage, ce n'est pas vraiment un orchestrateur, c'est plus un outil de développement de pipeline qu'autre chose. Alors en plus, l'outil est encore assez récent, donc forcément, il y a peut-être d'autres fonctionnalités qui vont arriver, qui vont alimenter ce côté orchestrateur, mais nous, on le voit vraiment plus comme un outil dédié à la construction de pipeline plutôt qu'à l'orchestration. On peut faire de l'orchestration, c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais ce n'est pas pour nous l'objectif principal. Si on regarde DataGouv, on clique sur le pipeline, on arrive sur la page des triggers. Là, en l'occurrence, j'ai un trigger qui se déroule, qui se lance toutes les heures. Si je clique sur le nom du trigger, là, je vais normalement voir tous les runs. J'en ai même un qui tourne actuellement. Et si jamais j'ai envie, si je clique sur l'un des triggers, en fait, j'ai mon pipeline avec les temps pour chaque brique. Ça peut être intéressant quand on veut prototyper, quand on lance quelques briques et qu'on constate par exemple que, je sais pas, il y a une brique qui prend plus de temps que l'autre et puis on veut savoir pourquoi. Ça nous a pas mal aidé. Et si jamais je veux éditer le pipeline, je vais ici, Edit Pipeline, et c'est parti. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code parce que sinon je vais me faire taper dessus. L'idée ici, c'était de vous montrer ce que j'évoquais juste avant. Effectivement, on a plusieurs langages qui sont proposés sur Mage. On peut développer en plusieurs langages. C'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment faisable? Eh bien oui, parce que là, j'ai une boîte en R qui est en fait entre deux boîtes Python. Et à la fin, j'ai une boîte SQL pour changer en MariaDB. Et ça fonctionne très très bien. Vous avez vu le nombre de runs qui sont passés. Tout va bien. Voilà, les triggers, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est pour le pipeline DataGouv.
Vous avez l'ensemble des boîtes ici. Alors ça, c'est une feature qu'ils ont rajoutée il n'y a pas très longtemps et c'est très intéressant quand à la base, votre bibliothèque ressemble à ça. C'est pas super visuel. Donc si je veux voir juste les blocs qui sont dans mon pipeline, je vais ici et tout est bien. J'attire juste votre attention sur la toute première brique, Azure Blob Storage, qui va nous permettre en fait d'aller chercher le fichier sur l'Azure Blob Storage. Pourquoi j'attire votre attention dessus? Parce qu'en fait, je vais vous montrer dans French Tech. Tac. Tout le monde a retenu le nom de la boîte, même si elle est à rallonge. Tac. Et si je retourne dessus, ah bah il est là aussi. Ça veut dire qu'en fait, j'ai le même fichier qui est partagé par plusieurs pipelines. Et en fait, ça c'est super intéressant. Surtout pour cette partie-là. Pourquoi cette partie-là? Parce qu'en fait, alors, je l'ai dit, il y a des templates qui existent. Je suis désolé si au niveau du temps, je suis un peu ric-rac. Non, on est bon? On est bon? Ok. Sur la toute première brique, l'Azure Blob Storage, ça a été un enfer de travailler avec. Il y a un template qui existe, c'est cool. Par contre, il n'est pas documenté. C'est-à-dire qu'en fait, les devs vous donnent le code, voilà, débrouille-toi avec. Et ça, c'est pas super agréable quand on veut aller vite. Et on n'a pas trop le temps de mettre le nez dans les variables, savoir ce qu'elles font. Donc nous, on a en fait développé notre propre bloc. Et puis on s'est dit, bah tant pis, ça fonctionne comme ça, tant mieux. Et comme ça fonctionnait tellement bien, on l'a balancé dans l'autre pipeline parce qu'il fallait qu'on récupère un fichier de la même source. Donc ça marche nickel. Il a juste fallu qu'on change, et c'est fait écho avec une des fonctionnalités que je vous montrais, la variable. Voilà, on a juste, parce que notre boîte en fait consomme une variable. En fait, c'est comme un template, hein, ni plus ni moins. Voilà, et lui, il va rechercher la variable blobname et on lui dit blobname, ça ressemble à ça pour ce pipeline et terminé. Voilà, il va chercher le bon fichier. Donc voilà. Et French Tech, ouais, je voulais vous montrer juste. Il est un peu plus. Il est un peu plus balèze que l'autre, entre guillemets, parce qu'on a voulu faire un peu plus de transformation. On était un peu en roue libre à ce moment-là. Ça nous a fait plaisir. Et toujours, voilà, on a des boîtes R qui sont avec des boîtes Python, des boîtes SQL. C'est génial. Il n'y a pas très longtemps, ils ont rajouté les boîtes Markdown. Et ça, c'est génial. Alors, je suis un peu un gros fan de la documentation, un peu trop pour certains. Néanmoins, pour moi, la doc, c'est quasiment vital. Et au tout début, en fait, quand tu faisais des boîtes en Markdown, c'était pas pris en charge par la plateforme et c'était un enfer. Parce que, du coup, tu étais obligé d'aller sur ton VS Code, mettre ta documentation, voir si c'était bon. Un enfer à gérer. Donc, rien que pour ça, merci. Et alors, effectivement, je ne l'ai pas forcément dit au début. Si jamais Mash n'est pas assez, notamment tout ce qui va toucher au data ops, ça va être par exemple la qualité de la donnée, voir si on est bon, etc. Parce qu'effectivement, j'ai parlé de la qualité de la donnée et je vous montrerai juste avant, mais si on veut aller un peu plus loin sur ce sujet-là, par exemple, si on veut utiliser du Great Expectations, par exemple, pour s'assurer qu'on a une sorte de firewall pour nos données, il n'y a rien qui passe si c'est pas bon, et ben en fait, on peut l'utiliser. C'est pris en charge, il y a un bouton, tu cliques dessus et pouf, c'est téléchargé et tout est bon. Ça, c'est vraiment on veut aller plus loin. Si jamais on n'a pas forcément envie d'aller plus loin, tout en bas, voilà, alors nous, on n'a pas forcément utilisé H24, mais on a une boîte de test. En fait, on va tester un premier test sur nos données, et ça, c'est quand même assez intéressant. Nous, on s'en sert par exemple pour s'assurer que le nom des colonnes, c'est le bon nom des colonnes, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc ça c'est cool, et encore une fois, comme c'est dans le même bloc, c'est partagé par tous nos pipelines, donc ça veut dire qu'en fait notre mise en conformité, notre mise en qualité, elle est partagée par tous les pipelines. Et ça c'est quand même assez intéressant. Je crois avoir fait le tour sur la démo. Je vais cacher le code parce que sinon je vais me faire taper. Voilà pour la démo. Et ah oui, si. Et si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Je vous ai dit par rapport à l'orchestration, on a 3 types disponibles. On va avoir le fameux schedule périodique. On va avoir sur événement, un truc un peu plus actuel. Mais on a surtout, et c'est pour ça que moi je suis un fan de Mage, on peut faire ça. On peut faire une API en fait de notre pipeline. Et ça c'est très bien. En fait, comment ça fonctionne? Je peux vous montrer. Alors, je vais faire un nouveau trigger juste pour la démo. Je lui dis, je veux une API, voilà, assez simplement. Je lui donne un nom si je veux. Et j'ai déjà un endpoint de données. Il me dit, si tu veux rajouter un payload, tiens, tu le configures là. Et si c'est bon pour toi, tu fais Save Changes.
hop, tu lances ton trigger et c'est parti. Si tu as l'endpoint, tu peux le donner aux gens et s'ils touchent l'endpoint, ça lance le pipeline. Je vous montre juste et je finirai avec ça, parce que sinon je vais passer pour un charlatan si je ne vous montre pas. Voilà, pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, je suis sur Postman, ça te permet de tester les API. Et là, je fais juste une requête post sur mon sur mon pipeline. Et normalement, si on croise tous les doigts, normalement, ça lance. Voilà, ça lance. Alors là, c'est bon. Status running, c'est que c'est bon, c'est lancé. Et si je vais sur mon mage, alors c'est pas l'API qu'on a mis en prod, mais c'est pas grave, j'en ai une deuxième sous le coude. Hop, elle est ici. Si je vais dessus, normalement, voilà, j'ai mon pipeline qui est lancé et ma base de données va être alimentée avec. Enfin, tout le traitement en fait va être lancé et ça c'est super agréable. Voilà pour la démo. Et je vous propose juste une conclusion assez rapide. Parce que les conclusions à rallonge, j'aime pas ça. Tac. Non. Hop. C'est là. Alors, assez rapidement, TLDR, Mage, pour développer vos pipelines. On a dit au tout début, si je le dis pour la xème fois, ma fameuse question, mon fameux besoin, en tant que data ingénieur, je dois apporter des données de qualité aux consommateurs et rapidement. Hein. Ça fait écho à nos deux critères, qualité et rapidité. Apache Airflow, hein, la fameuse solution maître sur l'open source. J'entends bien open source, hein, je ne suis pas sur l'éditeur, je parle de l'open source. Tout seul, il ne permet pas d'assurer ces deux critères. Moi, voilà, c'est mon avis, il ne permet pas d'assurer ces deux critères seul. Et c'est là où justement Mage, avec sa plateforme en type notebook, lui permet en fait, il apporte une solution un peu plus récente, un peu plus moderne. C'est là où effectivement la notion de modernité rentre en jeu. Une solution un peu plus moderne pour justement valider ces deux critères-là. Tac. Et j'ai rien d'autre à dire, donc je vous remercie pour votre attention. Et parce que c'est pas fini, je vous propose de répondre au petit sondage qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps pour justement savoir si, à part Airflow, quel autre orchestrateur, parce qu'il y en a vraiment une planquée sur l'univers. Là, on a vu le graphe de LakeFS, mais alors on s'est un peu battu avec. Il y a la map de MadTruck qui existe effectivement sur les outils data et c'est beaucoup plus fourni. Donc voilà, vous avez quelques orchestrateurs proposés. Et voilà, on vous laisse répondre au sondage, ça nous permet d'alimenter nos stats et de mettre Mage dans le début de la scène. Vous avez le QR code juste ici. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Le temps que vous scannez tous le petit QR code, ce que je vous propose, c'est qu'on passe rapidement, qu'on fasse deux petites questions, et après, comme ça, on passera au prochain talk. Oui. À vous la parole. Ouais. C'est bon, je pense pas besoin du micro. C'est pour l'enregistrement. C'est pour l'enregistrement. Ça marche. Merci pour la présentation. Hyper intéressant. Comment sont gérées les notions d'environnement? Parce que là, on a vu un environnement visiblement de développement, mais comment on peut gérer le passage en recette, en production? Est-ce que c'est couvert par l'outil ou pas du tout? J'ai justement viré une slide là-dessus, parce que c'était un peu trop long. Alors, étant donné que c'est un outil encore récent et que je ne suis pas forcément le plus compétent pour parler environnement, je suis encore un peu junior sur le sujet, il a fallu faire avec les moyens du bord. Nous, l'architecture qu'on a retenue au niveau des environnements, c'est celle-ci. On a notre Azure Blob Storage qui est là, qui est partagé par deux environnements. On a déployé deux mages, un qui nous sert de mage de dev, un qui nous sert de mage de prod. La seule différence, c'est qu'en fait, on ne touche pas à la prod. Il y a juste l'admin et qui lance ses triggers et basta. Et nous, on tape sur le dev. Notre mage de dev, il consomme un dossier pour fonctionner. Et ce dossier, en fait, nous, c'est un repo Git qui est branché sur la branche dev pour notre mage de dev. Et si tout est bon, si toutes les améliorations entre guillemets sont bonnes, et ben on merge en main. Et là, notre mage de prod est branché sur un autre repo qui est vraiment dédié au main. Et pouf, on est parti.
C'est l'architecture qu'on a retenue. Ça peut peut-être faire saigner des yeux, mais en fait, comme c'est une solution encore assez récente, il a fallu faire avec les moyens du bord. Et je me suis pas mal tiré les cheveux avec. Voilà. Merci. Merci pour la présentation. Comment on définit le passage des données d'un nœud aux enfants, à ses enfants? Alors en fait, effectivement, là par contre pour le coup, je suis désolé parce que je voulais le montrer et je ne l'ai pas fait. En fait, Mage il fonctionne avec un notebook. Le concept du notebook, c'est je crée des variables une fois que ma cellule est terminée et ces variables sont partagées par l'entièreté du pipeline. Et en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il envoie les variables au reste. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, je suis vraiment désolé, mais c'est en fait, il va s'appuyer sur la technologie du notebook pour justement transmettre les variables, les données. Voilà, ouais, voilà. Non, mais c'est très pratique, quoi. C'est facile. Ah bah, Ouais. alors, c'est d'autant plus pratique que si, par exemple, et je suis désolé si je déborde, faut me le dire. Et là, pour le coup, je vais me faire plaisir, je vais montrer du code. Par exemple, ici, donc j'exécute ma brique, tac, on est bon. Ici, je vais l'exécuter juste pour aller chercher mon dataset. Et normalement, alors ça va prendre quelques secondes. Voilà. En fait, c'est là où c'est le gros intérêt du notebook, c'est qu'en fait, quand j'exécute ma cellule, alors là, on est vraiment sur la notion de développement, hein. Là, je suis en train de développer mon pipeline, je veux voir à quoi ressemblent mes données. Et bien en fait, dès que j'ai exécuté ma cellule, mes données sont là. Alors forcément, si je travaille sur un dataset de 7000 données, je ne vais pas passer les 7000 enregistrements en revue, mais ça me permet d'avoir un premier, en fait, une première une prévisualisation de mes données. Et si jamais c'est un peu compliqué à aller voir les données, alors je peux utiliser la fonctionnalité de visualisation juste ici. Hop, et non, hop, je vais y arriver. Voilà, et là, là je vais voir tout mon tableau s'il veut bien se mettre à jour. Voilà. Et là, c'est là vraiment, je peux vraiment voir dans le détail. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est vraiment, ça a été c'est la fonctionnalité sur laquelle c'est le plus pertinent parce que vraiment, en fait, effectivement, tu peux faire des graphiques pour éventuellement détecter, je sais pas, qu'il y a une donnée qui est qui a beaucoup de NA ou quoi que ce soit. Mais rien qu'avec ça, en fait, boum, tu as un premier, un premier indice sur la question. Ok, merci. Top. Eh ben, merci beaucoup.